J'ai invité cette semaine Éric Fassin pour la démocratie précaire et Thierry Frémaux pour le contenu du Festival de Cannes. Éric Fassin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, vous enseignez à Normal Sup et bientôt à Paris 8 et vous avez rassemblé vos chroniques publiées dans différents médias, sous le titre « La démocratie précaire », avec un sous-titre qui fait un peu peur, qui est « Chronique de la déraison d'État », qui est aux éditions de La Découverte. Mais en même temps que ce rassemblement de chroniques, il y a aussi un propos qui les lie, qui leur donne sens, et sur lequel nous allons nous arrêter. C'est un livre à la fois, à mes yeux en tout cas, pertinent parce qu'il pointe vraiment un des grands problèmes des démocraties d'aujourd'hui, qui est l'instantanéité, ce que vous appelez le présentisme, dont vous allez nous dire très exactement ce que c'est, mais en même temps c'est mêlé à une critique très engagée, très acerbe de ce que vous appelez le régime sarkozien, enfin des 5 ans qui viennent de passer. Et donc les deux sont parfois mêlés, parfois distincts, et moi je préfère me concentrer sur ce qui est le point qui est vraiment, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, mais qui est l'univers dans lequel nous vivons. Alors qu'est-ce que ce présentisme ? Écoutez, d'abord, vous l'avez rappelé, j'ai fait le choix de reprendre des articles déjà publiés, des tribunes, dans des journaux, des magazines. C'est un choix qui n'est pas tout à fait habituel en sociologie, puisqu'on a tendance à penser qu'il faut plutôt prendre une distance par rapport à l'actualité. Pour ma part, je considère au contraire qu'il est important de prendre à bras-le-corps l'actualité, c'est-à-dire de ne pas considérer que c'est seulement le royaume des journalistes, mais que c'est aussi un objet légitime. C'est plus prudent. Voilà. Mais je crois que c'est aussi un objet légitime pour les sciences sociales, qu'il y a à penser l'actualité. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose que les actualités dont parlent les médias et qui sont aussi les actualités dont parlent les politiques. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un temps médiatico-politique, un temps partagé, qui est un temps, vous l'avez rappelé, de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y aurait pas de passé, il n'y aurait pas d'avenir, on serait dans un présent coupé de toute dimension historique, et c'est ça le présentisme. Or, il me semble qu'il est très important de penser le présent, c'est-à-dire de le penser dans son historicité, de penser qu'il s'inscrit dans une histoire. Et donc, ce qu'on raconte, eh bien, ça n'est pas en dehors du temps. On est en train de développer une réflexion sur un monde qui est en train de bouger, de prendre forme sous nos yeux. Donc, penser l'actualité, c'est essayer de voir ce qui est en train d'émerger, au lieu d'être aveugle parce qu'on oublierait de jour en jour ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 6 mois, alors, ce qui s'est passé il y a un an. Ça, c'est normalement le travail de l'intellectuel, du sociologue que vous êtes, etc. Les politiques, c'est évidemment différent. Est-ce qu'ils ne sont pas, au fond, contraints de s'adapter à cette règle du jeu ou à cette instantanéité qui est largement dictée par le temps médiatique. Le temps politique et le temps médiatique aujourd'hui se superposent complètement. Et ce que l'on reproche au fond à Nicolas Sarkozy, entre autres, c'est justement de chaque jour d'apporter une information nouvelle ou une proposition nouvelle ou peu importe, comme si en effet hier pouvait être oublié, comme si demain on ne savait pas trop. Mais est-ce qu'il n'est pas, ce faisant, simplement celui qui s'adapte au temps présent ? Chose que l'on peut voir dans d'autres pays d'ailleurs. Nous n'avons pas le monopole de cela. Vous avez raison, et c'est un peu le lien entre les deux aspects que vous posiez au départ. D'une part, la pensée de l'actualité, d'autre part, la critique du régime sortant. Il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a su comprendre à la perfection la règle du jeu médiatique, c'est-à-dire qu'il occupe le temps présent. Il distrait d'une réflexion qui ne serait pas dans l'instantané de la journée. C'est-à-dire qu'il renouvelle chaque jour des propositions, des petites phrases,
il participe d'une agitation et il me semble qu'on critique beaucoup les médias et les politiques pour vivre dans un univers fermé, mais je crois qu'il y a là une vérité qui est directement liée à cette temporalité. C'est pour moi la métaphore du poisson rouge. Le poisson rouge, il est dans un bocal et il oublie au fur et à mesure ce qui s'est passé hier et bien entendu, il n'anticipe pas ce qu'il pourra se passer demain. Je crois que le talent de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir su habiter ce présentisme et le problème, au-delà de ce talent, c'est qu'effectivement, le présentisme, c'est un problème pour la démocratie, parce que s'il n'y a aucune mémoire, eh bien, il n'y a aucune cohérence. Ce que vous pointez, c'est que ce présentisme, au fond, fragilise la démocratie, d'où votre idée de précarise donc la démocratie. Voilà. Je crois que l'inquiétude que j'ai, et je ne suis pas le seul bien sûr, pour la démocratie actuelle sur des thèmes tels que l'extrême droitisation du spectre politique, elle n'est pas sans rapport avec ce rapport au temps. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dire n'importe quoi, puisque personne n'a le temps de se souvenir de ce qui a été dit hier. Et ce qu'on dit aujourd'hui, eh bien, on n'en sera pas responsable demain parce que ça se sera effacé ou ça aura été effacé par une nouvelle page du journal. Donc, il me semble que cette fragilisation de la vérité, cette précarisation de la vérité, c'est une précarisation de la démocratie, c'est-à-dire d'une responsabilité démocratique qui est de ne pas dire n'importe quoi, d'être tenu pour responsable de ce qu'on avance. Donc je crois qu'il y a un lien entre les dérives démocratiques qui sont le plus souvent dénoncées aujourd'hui, et à juste titre à mon sens, dans l'extrême droitisation, et une dérive qui est celle du temps démocratique, le temps médiatico-politique, le présentisme. En tout cas, une inadaptation, une inadéquation entre ce temps-là et justement les formes démocratiques. Oui, je crois que, en fait, on voit bien, et là il y a un autre élément, c'est que c'est un temps qui n'est pas sans rapport avec celui de l'économie aujourd'hui. Oui. Le temps de l'économie est un temps extrêmement rapide, qui est celui de la spéculation et non pas de l'investissement. C'est le court-termisme des marchés quand l'économie aurait besoin, au contraire, de projections à moyen et long terme. Voilà, mais la question est de savoir, est-ce que la démocratie doit calquer sa temporalité sur celle des marchés, ou bien est-ce qu'au contraire, nous vivons dans des sociétés qui revendiquent une supériorité du politique, une antériorité du politique, c'est-à-dire des sociétés démocratiques qui... Mais on voit bien que tous ces éléments que vous faites parfaitement comprendre donnent le vertige, génèrent l'angoisse, finalement. Et qu'on voit bien du coup comment se forment des processus de repli sur le précaré national, et donc c'est l'extrême droite ou d'autres, etc. Donc on voit bien le mécanisme qui au fond va nourrir cette tentation de plus en plus de dire mais non, on peut refermer le territoire national. Au moins dans ce territoire national, on sera à l'abri. En même temps, pour ma part, je prends au sérieux le politique, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a aucune détermination. De même que les politiques ne sont pas obligés de se calquer sur cette temporalité, de même qu'ils ne sont pas obligés de s'aligner sur les marchés, de même, les électeurs, la population, n'est pas condamnée au repli, elle n'est pas condamnée au ressentiment. En fait, ce qui est déterminant, me semble-t-il, c'est de savoir quels sont les discours politiques qui sont proposés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a différents discours? Est-ce que nous sommes, à proprement parler, en démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir entre des modèles de société différents ou pas? Et je crois que, de ce point de vue-là, si on pense seulement selon une logique médiatico-politique d'une temporalité refermée sur elle-même, eh bien, on ne se pose pas cette question-là. Parce qu'au fond, il s'agit juste d'occuper le terrain. Je crois que proposer des alternatives idéologiques est une des manières de continuer de prendre au sérieux la démocratie, c'est-à-dire de ne pas prendre les gens pour des imbéciles, de penser que les électeurs réfléchissent et qu'ils ne sont pas condamnés au ressentiment. Le mérite de ce livre aussi, c'est de, encore une fois, en faisant bien attention, parce que c'est un livre très engagé, donc il faut le dire aussi, et très explicitement, vous soulevez quand même des thèmes qui sont des thèmes très importants, qu'on ne voit pas, ou qu'on ne voit apparaître que de temps en temps sur les unes des journaux, notamment autour du mariage, autour de hétérosexualité, homosexualité, etc. Et au fond, vous donnez à voir qu'il y a des mouvements dans la société qui sont malgré tout des mouvements régressifs.
aujourd'hui? Oui. Alors je pense que effectivement, vous dites à juste titre que c'est un livre engagé. Je préciserai qu'il est engagé pour la démocratie, c'est-à-dire il n'est pas engagé pour un candidat ou pour un parti. C'est une critique des dérives démocratiques et donc une critique du régime actuel, bien sûr, mais pas au service de tel ou tel. Mais je pense qu'effectivement, les questions sexuelles jouent aujourd'hui un rôle très important dans nos sociétés. Elles sont devenues un test de la démocratie. Alors, ça a pu jouer de manière paradoxale, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, il y a 2 ans, Marine Le Pen qui revendiquait le fait qu'elle allait en quelque sorte protéger dans les banlieues les femmes, les homosexuels, les juifs, les blancs, les Français, contre, bien sûr, les autres. Donc il y a une manière de mettre en avant l'idée qu'on serait du côté de ce que j'appelle la démocratie sexuelle, c'est-à-dire la défense des droits des femmes, voire des droits des homosexuels. En même temps, on s'aperçoit, avec des querelles telles que celle qui s'est déroulée à la rentrée scolaire dernière autour du genre dans les manuels de sciences de la vie et de la terre, on s'aperçoit qu'au fond, la droite est partagée entre sa logique la plus traditionnelle, la plus conservatrice, et la mise en scène d'une défense de la démocratie sexuelle contre les immigrés, contre les musulmans, contre les populations subsahariennes, qui seraient toujours du côté des violences envers les femmes, des mutilations génitales, de la polygamie, du mariage forcé, du voile intégral, etc. Donc il me semble que la droite est partagée. Il y a 2 droites. Mais je crois qu'avec le durcissement du ton politique depuis quelques années en France, on voit qu'on renonce petit à petit aux justifications en termes de démocratie sexuelle, des politiques à l'encontre des immigrés et des musulmans, et de plus en plus, on abat ses cartes en quelque sorte. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de gants. C'est la vérité toute nue du fait que c'est nous d'un côté, eux de l'autre. Oui, ce sont des phénomènes d'ailleurs très très présents aux États-Unis, sous des formes d'ailleurs encore plus radicales et qu'on voit petit à petit commencer d'imprégner le tissu social français. Alors, vous passez en vue des tas d'autres choses, notamment il y a tout un passage sur le glissement progressif du concept d'intégration. Qui change d'ailleurs, parce que avant il s'agissait d'intégrer, maintenant on demande aux autres de s'intégrer, il y a déjà un petit changement. Et puis ensuite, maintenant, on reparle d'assimilation, ce qui est quand même assez extraordinaire, de parler d'assimilation. Parce que, alors, pour le coup, c'était le vocabulaire de la France coloniale, alors, qui pouvait avoir des élans généreux, mais qui avait aussi une réalité. Je crois qu'effectivement, pour décrire ce qui se passe dans la société française, on a vu émerger d'un côté un nouveau langage qui est celui de la discrimination. C'est-à-dire qu'au fond, le problème, c'est qu'on refuse d'intégrer. On considère que même lorsqu'on est né en France, on doit encore faire ses preuves. Donc au fond, on n'en a jamais fini de devenir français quand on est d'origine étrangère, puisqu'on peut parler d'immigrés de la 2e ou de la 3e génération. Et tous les euphémismes comme issus de la diversité ou un préfet musulman, ou etc., sont des manières de renvoyer toujours à une extériorité. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que contre ce discours en termes de discrimination, eh bien, il y a un discours en termes d'intégration, mais l'intégration, on n'en a jamais fini. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que, comme le disait Claude Guéant, l'intégration, c'est pour ceux qui vont partir, l'assimilation, c'est pour ceux qui vont rester. Donc on demande même à ceux qui vont partir aujourd'hui de s'intégrer. Voilà, parmi donc tous les thèmes que vous passez en revue, il y a aussi des réflexions sur comment, au fond, l'extrême droite a pris en otage, au fond, le discours de la droite traditionnelle. Vous avez aussi toute une partie consacrée à la place de l'islam, etc. Donc voilà, une revue d'effectifs, en quelque sorte, de l'ensemble de nos problèmes, qui donc est à la fois un condensé de vos chroniques et puis un propos liminaire qui remet l'accent donc sur votre point central, qui est la précarisation de la démocratie. Merci Éric Fassin, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de ce livre, La démocratie précaire, chronique d'une déraison d'État. C'est édité à La Découverte. Merci. Thierry Frémaux, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le délégué général du Festival de Cannes. Donc nous allons tout savoir sur le festival qui va s'ouvrir le 16 mai prochain. 16 mai prochain. Pour une dizaine de jours. D'habitude, on commente un festival. Là, on va le commenter par anticipation. Donc, on va vous demander tout, la Palme d'Or,
le contenu des films, etc. C'est un festival qui est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'il marque un anniversaire, c'est le 60e anniversaire du festival. 65e. 65e, pardon. Ce qui n'est d'ailleurs pas un anniversaire absolument décisif, mais on aime bien ponctuer régulièrement les éditions de Cannes par le rappel que tout ça vient de loin. Et qui scande comme ça l'histoire du cinéma, avec un point clé avant que le festival ne démarre, c'est le choix du président du jury. Donc vous avez choisi Nanni Moretti, qui est le grand cinéaste italien d'aujourd'hui, mais qui est aussi un personnage un petit peu hors du commun. C'est un personnage politique, c'est un personnage engagé, et c'est quelqu'un dont on se dit, et il va maîtriser son jury de façon assez ferme. Oui, on ne peut que se dire ça, et en même temps, nul ne sait ce qui se passera. Pas moi, et peut-être même pas lui. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en fonction, que vous vous retrouvez dans un groupe, dans un jury dont on a annoncé la composition, et chacun aura une voix. Dans le jury, il y a quand même beaucoup de gens qui ont aussi des convictions tout à fait particulières. Et puis, Emir Kusturica avait un peu crâné comme ça en disant « je serais un dictateur ». Il a été un ange démocratique absolu, parce que tout ça est au vote, et Nanni Moretti n'aura qu'une seule voix. Après, chacun n'a que sa force de conviction, et certes, il en a. Néanmoins, quand vous composez un jury, quels sont vos critères? Et par exemple, est-ce que, première chose, vous choisissez Nanni Moretti, tout le monde dit bravo, très bien, etc. Mais ensuite, est-ce que vous lui soumettez le nom des jurés? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a un droit de regard ou au minimum un veto sur quelqu'un qui serait totalement incompatible avec lui? Non, on s'est vu avec Nanni Moretti. Je lui ai demandé en effet s'il avait des ennemis, ou en tout cas des gens dont il voulait s'assurer qu'ils ne seraient pas au jury. Il ne m'a d'ailleurs donné aucun nom. Et puis on a échangé régulièrement des noms. Je lui dis évidemment ne te prive pas de me dire si tu as des désirs particuliers, mais après non, la conviction se fait complètement en dehors de lui, et d'ailleurs il ne m'a pas commenté son jury encore, et c'est important parce que si le président choisit 1, 2, 3 jurés à l'intérieur du groupe, ces 1, 2, 3 jurés ont le sentiment qu'ils seront un peu des surjurés par rapport aux autres. Et il faut vraiment que... Puis on tomberait dans le travers des prix littéraires où chaque éditeur a ses jurés. A ses jurés, a ses champions. Ensuite... Donc non, chacun va faire connaissance. Gilles Jacob et moi, on est les seuls à savoir quel sera l'équilibre humain. D'abord, 4 hommes, 4 femmes, et puis on alterne des metteurs en scène, des comédiens, des comédiennes, en essayant de faire aussi en sorte que les femmes ne soient pas que des comédiennes. On a cette année Jean-Paul Gaultier qui est un couturier, mais du coup qui est un artiste et qui a travaillé aussi dans le cinéma avec Pedro Almodovar, et qui lui-même est un grand cinéphile, et qui lui va apporter peut-être cette espèce de touche de jugement spontané, non venu d'une sorte d'expérience particulière liée à une vie dans le cinéma, qui parfois, surtout à Cannes, fait que les jugements sont un peu particuliers. C'est un jury, enfin, très professionnel. Enfin, il y a acteur d'un côté, réalisateur de l'autre, plutôt actrice et réalisatrice. Oui, parce que ils vont juger parmi les meilleurs films du monde, en tout cas les meilleurs films de ce printemps 2012, et il faut qu'ils expriment, qu'ils incarnent de la légitimité. Quand vous avez en compétition des gens comme Abbas Kiarostami, comme Michael Haneke, comme Ken Loach, comme Jacques Audiard, comme Alain Resnais, vous ne pouvez pas vous permettre de leur donner le sentiment qu'ils vont être jugés dans cette espèce de chose étrange, faire concourir les œuvres d'art entre elles. Bon, mais c'est le jeu. Et il ne faut pas leur donner le sentiment qu'ils vont être jugés par des gens qui n'incarnent pas quelque chose de fort. Et nous, on avait surtout veillé à ça. Et évidemment, la noble et forte figure de Moretti va aussi évidemment contribuer à crédibiliser fortement ce jury. Tous les noms que vous venez d'évoquer sont des noms connus, reconnus, des artistes établis, solides. Quel a été... Ça a été certaines années, on sent à la fois dans la composition du jury, dans la composition de la sélection aussi, on sent qu'il y a un air du temps. Par exemple, certaines années, il y avait une dominante sociale. Et donc, il y avait forcément dans le jugement ensuite du jury un prisme qui influençait peut-être aux dépens de ce qui aurait été un jugement, j'allais dire, artistique. Il n'y a jamais de jugement artistique pur comme ça, mais néanmoins. Est-ce que cette année, vous avez eu une pensée de cette nature? Est-ce que vous avez réfléchi sur l'air du temps, ou bien est-ce que vous composez les choses, au fond, au gré de la création, et c'est un petit peu, je veux dire,
cinéastes eux-mêmes qui créent peut-être artificiellement après cette... Disons que, évidemment, on n'écrit pas le programme à l'avance. On ne se dit pas, cette année, la couleur va être ça ou ça ou ça. On ne définit pas de ligne éditoriale. Parce que ce sont les œuvres qui vont la définir, cette ligne éditoriale. Et j'ai coutume de dire que on ne sélectionne pas les films, ce sont les films qui sont sélectionnés par nous. C'est-à-dire c'est les films qui existent et qui nous disent, je suis là, j'existe, sélectionnez-moi. Et les dominantes sociales ou les dominantes romantiques, etc., sont données par les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a aussi des courants, et nous, on en est le reflet, l'écho, on s'en fait l'écho, des courants de ce que, telle ou telle année, le cinéma mondial, par des artistes venus de générations différentes, de cultures différentes, évidemment de géographies différentes, le cinéma mondial va être plus enclin à évoquer tel ou tel sujet. Tout ça va composer une sélection, si j'ose dire, presque à notre insu. Et moi, je rechigne toujours, d'ailleurs, un peu à analyser à l'avance, même si je suis le seul à avoir vu tous les films. J'aime bien le lire dans la presse après Cannes, quand elle va dire on a plutôt vu ça, on a plutôt vu ça, on peut dire à travers les films qu'on a vus que Le Monde, etc. Bon. Mais on prend ça, la sélection en est le reflet, puis en effet, comme vous dites, le palmarès va aussi peut-être porter telle ou telle couleur, ou pas, parce qu'un palmarès, c'est aussi délicat. Hein. Là, il y aura 22 films en compétition, il y a 7 prix. L'année dernière, imaginez que les films de Coris Maki, les films de Pedro Almodovar n'étaient pas au palmarès. Oui, et il y avait un seul prix pour The Artist, le prix il y avait pour, un seul prix Jean Dujardin, alors qu'ensuite, ça a été un triomphe planétaire. L'avantage de Cannes, c'est que c'est universel, et donc on a accès à toutes les cinématographies. Il y a cette fois une sélection française, comme depuis quelque temps d'ailleurs, forte, avec 3 grands cinéastes reconnus, un monument, Alain Resnais, un revenant, Léos Carax, et puis quelqu'un qui est en train de tracer son chemin, qui est Jacques Audiard. Qu'est-ce que vous diriez de ces 3... Ben, je dirais, je présenterai les choses comme vous venez de le faire, c'est-à-dire que Alain Resnais est à la fois un monument du cinéma mondial et en même temps quelqu'un qui continue de travailler, avec sa troupe d'acteurs et qui, là, propose un film dont le titre est formidable, on aurait presque dû le mettre en ouverture, parce que ça s'appelle « Vous n'avez encore rien vu ». Bon, c'est un film dont on pourrait donner le titre chaque jour à Cannes. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir dire chaque jour « Vous n'avez encore rien vu ». Bon. Jacques Audiard, Jacques Audiard qui au début enrageait de ne recevoir que des prix de scénariste parce que la filiation avec son père lui donnait cette image, alors que d'emblée, dès son premier film, il s'est révélé un metteur en scène tout à fait singulier et formidable. Arrive d'un film qui s'appelle Le Prophète, qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait gagné le Grand Prix, et là il revient avec quelqu'un qu'on accueille pour la première fois, qui est Marion Cotillard, qui n'est jamais venue à Cannes avec un film en compétition. Elle n'était pas venue non plus l'an dernier pour des raisons, de belles raisons, puisqu'elle accouchait de son premier enfant pour le film de Woody Allen. Et puis le film de Jacques Audiard sort en même temps sur les écrans. On fait attention aussi à ce que des gens qui n'ont pas le privilège ou le plaisir d'aller à Cannes puissent aussi profiter un peu de ces films. Et puis le revenant, c'est Léos Carax. Et moi-même, lorsque j'ai su qu'il était au travail et qu'on allait même voir son film, on ne pensait pas le retrouver à ce niveau-là. Lui, comme artiste, j'imagine qu'il avait tout à fait la conviction de vouloir aller en compétition. Et il a fait un film. Quand Nanni Moretti a déclaré il n'y a pas très longtemps quelque chose qui est un peu de nature à nous angoisser un peu, c'est dire j'espère que je verrai de bons films. Bon, j'espère que je verrai des films singuliers dont je n'aurai pas le sentiment que ça fait 5000 fois que je les vois. Le film de Carax, je pense, répondra à cette attente d'imprévu. Cinéma américain, qui a toujours une part importante à Cannes, que vous essayez de maintenir, forcément, pour des raisons ça n'a pas toujours évidentes. été facile. Par exemple, l'an dernier, c'est l'Amérique qui a gagné avec le film de Terrence Malick, mais il n'y avait qu'un film américain en compétition. Et le cinéma américain, on sait, et on a un peu passé notre temps à le clamer, que le problème est qu'il est écartelé entre les gros films hollywoodiens et puis les petits films du cinéma indépendant incarnés par le fameux festival de Sundance. Et au milieu, plus rien. C'est-à-dire, le milieu, représente le milieu, ce qui il y a était... les séries télévision. Et voilà, il y a les séries, il y a le refuge de beaucoup de réalisateurs, beaucoup de scénaristes de grande qualité. Qu'on peut s'adresser au public adulte par la télévision, et le cinéma ne le faisait plus.
Et bien là, on a 5 films américains en compétition, dont le film d'ouverture. Parmi eux, ces 5 films, il y en a 2 qui sont réalisés par des Australiens, Andrew Dominic et John Hillcott. Et je crois que ça va combler ce trou dont je vous parlais, ce vide. Et bien ou pas bien, ces films seront là pour dire que l'Amérique est encore capable de faire ce type de cinéma en dehors de New York et de Los Angeles, puisqu'on a droit à des histoires tout à fait ancrées dans l'histoire, parce qu'il y a un film sur la prohibition, ou dans la géographie, il y a un film sur la Louisiane poisseuse des marais. Et je crois que si en tout cas ces films-là marchent et marchent en salle, ça marquera peut-être le désir quand même des producteurs américains de repartir avec ce type de cinéma qui ne sera du coup plus incarné seulement par les frères Cohen, par Tarantino, mais par une nouvelle génération de cinéastes. Autres habitués de Cannes. Et cinéma asiatique aussi, auquel vous consacrez toujours une part non négligeable. Oui, alors en plus avec cette chose étrange, qui est le film de Abbas Kiarostami, qui est allé tourner au Japon et qui a fait un véritable film japonais. Oui, on fait attention à ça. Les Coréens sont tout à fait aussi en force, puisqu'il y a 2 films en compétition, dont un, d'ailleurs, le film de Hong Sang-soo, dans lequel joue Isabelle Huppert. Souvent primé, peu regardé. Oui. Est-ce que c'est vraiment un gap culturel, parce que les références ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a aussi un goût de la beauté qui s'accommode chez eux, d'une très grande lenteur, d'un regard qui s'attarde, alors qu'on est dans des pays maintenant où... Oui, non, c'est vrai que vous avez raison. On ne fait pas de la musique, de la littérature, de la peinture de la même manière en Malaisie et en Europe occidentale. Et bien pourquoi le cinéma devrait échapper à ça? Donc on ne fait pas du cinéma chez Yousri Nasrallah en Égypte, dont le film prend au départ des allures d'une sorte de telenovela égyptienne. C'est ça le cinéma populaire égyptien que pratiquait aussi quelqu'un comme Youssef Chahine. Et on ne fait pas non plus du cinéma de la même manière en Corée. Alors après, il y avait eu cette palme d'or donnée au cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Et le film avait fait quand même 140 ou 150 000 entrées en France. Donc le film avait été vu, la Palme d'Or lui avait multiplié ses entrées par 10. Ça les multiplie toujours, contrairement là aussi à une légende qui veut que les Palmes d'Or ne marchent pas. D'abord, très souvent, les gens qui parlent de chiffres, et même certains journaux qui parlent de chiffres à des lecteurs, ne connaissent pas la manière dont il faut les évaluer, les analyser. Mais c'est comme la littérature. On ne demande pas aux livres de Claude Simon, aux livres de certains écrivains qui font de l'expérimentation, de se vendre comme des best-sellers. Pourquoi le cinéma devrait, là aussi, incarner ça? Et vous terminerez le festival par un hommage à Claude Miller, qui vient de disparaître. Alors c'est aussi une chose qu'il faut redire, c'est qu'à la fois c'est un hommage à cet homme qu'on aimait tous beaucoup et que la maladie a emporté il y a quelques semaines, mais c'est aussi parce que son film est formidable. Alors on a décidé de le mettre en clôture pour un peu, si j'ose dire, sanctuariser l'hommage, le mettre à l'écart du tam-tam cannois, mais c'est aussi par la qualité de ce film que Claude est à Cannes, pas seulement pour exprimer la tristesse qui est la nôtre. Et il y aura beaucoup de gens qui seront là, mais on est très fiers de terminer avec ce film qui, de la part aussi d'une grande figure du cinéma français, vient remettre sur la table la question des adaptations, puisqu'il s'agit de Thérèse d'Esquerou, le roman de Mauriac, de ce monde bordelais, des Landes des années 20. Gilles Lelouch porte magnifiquement le costume, dit très bien cette langue particulière, lui qui joue dans des comédies pour Parisiens branchés, Audrey Tautou formidable, Anaïs de Moustier. Claude Miller a laissé un dernier film, là on peut parler de dernier film, et pas seulement de nouveaux films, qui dit bien le grand cinéaste qu'il était. Merci Thierry Frémaux. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos d'Éric Fassin et de Thierry Frémaux, rendez-vous évidemment sur publicsena.fr.